Bonjour à tous, c'est Guillaume pour PokerStrategy.com et aujourd'hui je vais vous synchroniser la quatrième vidéo du projet de coaching PLO de Nazgul, toujours en présence de Tom Grill. Et comme c'est une vidéo multicoach, je vais faire comme d'habitude, à savoir que je vais prendre ma voix normale pour Nazgul et une voix modifiée pour Tom Grill. Donc il s'est écoulé quelques mois depuis le lancement de notre projet. Peut-être que tu peux faire un petit récapitulatif de comment se sont déroulés ces quelques mois de jeu en PLO et nous dire un peu où t'en es actuellement et si ça se passe plutôt bien ou plutôt mal. Bref, un petit tour d'horizon de l'avancement du projet avant qu'on ne commence à analyser la session. Ok, et bien là où j'en suis pour le moment, c'est que bon en PLO 50, je suis relativement certain d'être un joueur gagnant avec au moins une win rate de 1, 2, 3 BB par 100. Et bon, malheureusement, j'ai dû essuyer des pertes plutôt douloureuses lors de mes shots à des limites plus élevées. Mais bon, je pense pas que ce soit forcément trop important dans le cadre de notre projet. Ah, c'est quand même un point qui n'est pas complètement inintéressant. Et si tu le veux bien, j'aimerais bien revenir vite fait dessus. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que un des éléments qui fait perdre le plus d'argent, c'est le tilt pour la plupart des joueurs. Et le deuxième élément qui revient un peu à acheter de l'argent par les fenêtres, c'est ne pas monter dans les limites. Ce que je veux dire par là, c'est que les shots sont une nécessité et on devrait intégrer les shots dans une bonne gestion de la bankroll afin d'essayer donc d'empocher ce surplus d'espérance de gain que nous offrent les limites plus élevées. Donc c'est une bonne chose de faire des shots, il faut avoir la discipline lorsque celui-ci se passe mal d'arrêter et de redescendre. Mais bon, encore une fois, c'est en principe une bonne chose et je trouve que c'est donc positif que tu en fasses. Ouais, ouais, c'est clair que je ne regrette rien. Et bon, concernant mon jeu dans l'ensemble, je dirais que je me sens beaucoup plus en confiance. Je me sens vraiment à l'aise comparé à l'an dernier. Ouais, et du coup, on va voir si on a moins de spots discutables. Bon, pour en revenir vite fait au shot, il y a aussi un élément qui est important en PLO, c'est que la rake est sensiblement plus élevée. Tu payes quoi en rake à peu près en PLO 50? Ouais, je pense que la moyenne sur ce site doit tourner aux alentours de 14-15 BB par 100. Ok, ça veut dire que pour être un winning player avec tes 3 BB, ça te fait une win rate véritable de 18 BB par 100, ce qui je pense ferait pâlir de jalousie n'importe quel joueur no limit. Ouais, ouais, c'est pas faux. Bref, en gros, on peut voir que malgré la rake bien élevée, ça reste tout à fait possible de battre cette limite. Bref, assez discuté, je pense qu'on peut commencer à jouer. Ce que tu peux peut-être m'expliquer vite fait, c'est l'organisation de tes couleurs, histoire que je me retrouve également un peu. C'est quoi? Le vert, c'est les fiches, non? Ouais, en principe, les couleurs n'importe que qu'en ce qui concerne le VPIP et le PFR parce que ce sont les deux seuls stats où ça change. Alors, lorsque le VPIP est inférieur à 15, donc en gros ça équivaut à un hit. Entre 15 et 25, on a les joueurs orange. Entre 25 et 35, c'est jaune. Et tout ce qui est au-dessus, ça va être vert. Et ça va généralement plutôt indiquer des fiches. Ok. Et là, on a un premier spot relativement intéressant en haut à droite. Parce que bon, là en bas à gauche, c'était relativement standard. C'est pourquoi je n'ai rien dit sur la main. En haut à droite, tu décides d'opter pour un check raise sur le flop. Et tu peux peut-être nous expliquer ce qui t'a motivé à faire ça. Eh bien, là, je joue contre un joueur relativement tight qui a un PFR de 8. Bon, ce sera éventuellement un peu plus loose depuis le button, mais je pense qu'il va avoir pas mal de difficultés à avoir touché quoi que ce soit sur ce tableau. Ouais, il aura très rarement une main assez forte pour pouvoir continuer à jouer face à un check raise et par ailleurs il a un when to showdown extrêmement faible à 13. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais faire un espèce de check raise de bluff-de value. Ouais, bon, je pense que tu vas quand même assez souvent avoir la meilleure main pour qu'on puisse plus parler de check raise pour la value que de bluff. Et sur le turn, le roi touche quand même assez fortement son éventail. Ouais, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé d'abandonner. Ok, sur une blanque, t'aurais barrel. Ouais. Ok, très bien. Et là, bon, sur la river, t'espères un check-check et avoir de temps en temps la meilleure main, j'imagine. Bon, certes, ce sera quand même assez rarement le cas, et tu peux pas faire grand-chose d'autre. Et ouais, là, s'il mise, on a un fold assez facile. Ouais, là, pour l'instant, en bas, pas de spot vraiment intéressant. Ouais, on peut revenir là-dessus. C'est vrai que dès qu'on commence à avoir une base de données un tant soit peu suffisante, c'est une pas mauvaise chose de donner ainsi des couleurs sur le site. Je pense que ça se justifie en particulier sur Stars. Ouais, c'est vraiment un des gros avantages de Stars, de pouvoir attribuer une couleur au joueur et de bien la voir. Parce que bon, lorsqu'on a une petite icône de 4 mm à côté du nom,
ça ne sert pas vraiment à grand chose. Voilà, tout à fait. Je pense que là, sur ce point, Stars a vraiment un bon système. Et ouais, face au Bet River, on avait un fold. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette main. La prochaine main qui pourrait être intéressante, c'est celle d'en haut à gauche. Pocket de dame, une fois assortie au big blind. Une main assez bien connectée. Quel est ton plan de jeu pour cette main? Si t'en as un. Eh bien, bon, attends, je vais mettre en pause. Si j'avais été simplement confronté à la relance d'un dollar 50 de ce joueur à 55,20, je me serais sans doute contenté d'un call pour l'asset value et pour mes possibilités de quinte. Mais en revanche, là, face aux 3 bêtes d'un joueur extrêmement tight, qui n'a que 2,9% de 3 bêtes, j'ai désormais un fold. Ok. Qu'en serait-il si c'était doublement assorti? Doublement assorti, je pense qu'on pourrait commencer à envisager un call. Ouais, je sais pas si je l'envisagerais juste. Je crois que je ferais tout simplement un call en disant lol, pocket pair. Non, mais je veux dire, plus sérieusement, je pense que c'est un spot dans lequel on pourrait tout à fait suivre. La jouabilité de la main est assez bonne. Je pense même que la main se joue un peu mieux que des rois doublement assortis. Même s'il convient d'évaluer cette main-là comme moins bonne qu'une pocket de roi doublement assorti. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec les rois, on va généralement nécessiter un high side, tandis que les dames vont également pouvoir se contenter d'un roi, ce qui fait que les possibilités de quinte vont être plus élevées. Et ouais, dans l'ensemble, je dirais que en termes de jouabilité, les rois connectés et assortis seront moins intéressants que cette main-là, si jamais elle avait été doublement assortie. Auquel cas, sans doute été un call. Et ouais, je pense que c'est pas inintéressant parce que c'est un spot qu'on va retrouver régulièrement et dans lequel on ne sait souvent pas trop ce qu'on devrait faire. Et ouais, on voit régulièrement des joueurs opter pour un call-call, ce qui ne me semble pas justifié. Et c'est pourquoi je trouve que ton fold est assez bon. En haut à droite, on a un poster. Enfin, je suppose que c'est un poster, peut-être qu'il a fait un limp. Non, non, c'est un limp. Ok, et toi t'es au button avec une main pas trop mal connectée, donc peut-être tu peux nous dire quel va être ton plan de jeu. Encore une fois, as-tu un plan de jeu? Ouais, bah là mon plan va tout d'abord consister en une isolation du limper. En général, depuis cette position, le limp est plutôt un signe de fishiness. Et par ailleurs, au blinds, on a des adversaires qu'on va estimer comme relativement tight, ou disons plutôt des regulars relativement solides et qui vont régulièrement se coucher, ce qui me permettrait d'avoir un pot heads up. Donc voilà le plan principal. Ok, ouais, ça me semble pas mal. Ouais, je trouve la taille de mise très bonne. En bas à gauche, on a évidemment un easy fold. Il faut perdre l'habitude de vouloir à tout prix intégrer ce genre de main doublement assortie à son éventail. Ouais, là, on a un flop assez intéressant à droite. Et bon, je pense qu'après son check, ton continuation bet est relativement standard. Peut-être que tu peux nous dire ce que tu aurais fait en cas de relance de sa part. Bah, je pense que si je surrelançais face à un check raise de sa part, ça équivaudrait plus ou moins à un all-in, et c'est la raison pour laquelle je devrais sans doute plutôt me coucher, puisque même les fois où mes outs seraient bons, ce serait sans doute au mieux un tirage vers un split. Ouais, ce serait sans doute le cas la plupart du temps. Ouais, s'il push dans ce cas, ce sera sans doute avec une quinte, et même s'il s'agit d'une quinte faible, je pense que ta cote suffirait pas. Parce que ouais, ce serait plus ou moins un all-in, et mettons que si jamais tu fais ton bet et qu'il relance à 16 de son tapis, alors ça ne suffirait pas complètement pour avoir les 33% dont tu aurais besoin, ce qui fait qu'on va plutôt estimer que il te faudrait 36% d'equity et si tu n'as au final qu'un tirage, qu'un bilatéral vers un split pot, je pense que c'est vraiment clair et net pour tout le monde que tu n'aurais pas pu continuer. Ouais, et puis les fois où ce sera pas un split pot, s'il a effectivement une quinte, alors il me bloquera un certain nombre d'outs, ce qui fait que j'aurai également sans doute pas l'equity suffisante. Bon, là il y a de l'action, tu peux peut-être mettre en pause. Tu peux peut-être commencer par nous expliquer le bet en haut à gauche, après quoi tu reviendras sur la relance en bas à gauche. Donc tout d'abord le bet en haut à gauche, quel est son motif? Eh bien, en haut à gauche, je mise avant tout pour rendre le pot un peu plus juteux si jamais je touche ma couleur. D'autant que je pense que je serai régulièrement suivi par des tirages couleurs que je domine si jamais ils sont assortis d'un petit gutshot ou quelque chose dans le genre. Tout à fait. Et voilà la raison pour laquelle j'ai misé. Et bon, je l'ai également fait tout simplement parce que mes adversaires sont des joueurs plutôt faibles. Ok, l'explication me semble limpide et très bonne. Pourquoi est-ce que c'est bien souvent une bonne idée de miser avec le tirage couleur max, en particulier dans ces pots non relancés? Euh,
Bah, j'imagine que c'est comme je viens de l'expliquer, tout simplement parce qu'on va régulièrement être suivi par de moins bons tirages. Tout à fait. Et c'est vraiment là le point essentiel. Si tu optes pour un check raise, alors tous les moins bons tirages vont se coucher. Or, il s'agit de quelque chose que l'on ne souhaite pas particulièrement. Euh, Au final, tu veux que ces joueurs touchent leur tirage, puisque tu as toi-même un meilleur tirage. Et arrivé sur le turn, tu vas avoir la possibilité de faire un second barrel pas forcément trop élevé, d'autant que ta main va très souvent assez bien se prêter à un second barrel sur la plupart des turns, puisqu'a priori une majorité des cartes vont t'améliorer au moins un peu en donnant un gutshot ou une paire, que ce soit un 8, un 10, un roi qui te donne un gutshot, un as qui te donne une paire. Tu vas donc avoir la possibilité de miser, mettons, à 2,50 et tu vas très souvent être suivi par de moins bons tirages couleurs parce que 2,50 c'est pas énorme. Et si jamais il te relance, eh bien c'est pareil, tu n'auras investi après tout que 2,50 donc ça ne te pose pas plus de problèmes que ça de coucher ta main. Sachant que bon, vu le joueur dont il s'agit et vu ses 19 de When to Showdown, si jamais il te relance sur ce turn, ce sera souvent avec la note. Quoi qu'il s'agisse, en l'occurrence, pas vraiment d'une carte qui réalise vraiment les tirages, hormis s'il avait vraiment un wrap. Mais bon, quoi qu'il en soit, tu as un second barrel assez facile. Et bon, avant qu'on continue, on va également parler de la main en bas à gauche. Si je ne m'abuse, tu t'es contenté d'un call pré-flop. Peut-être peux-tu vite fait nous expliquer pourquoi un call? Eh bien, tout d'abord, j'ai suivi pré-flop d'une part pour son PFR fort faible, qui fait que son éventail va être principalement composé de cartes hautes. Par ailleurs, il a un when to showdown bien élevé, ce qui fait que l'un dans l'autre, je pense avoir une assez bonne set value. Et sur le flop, j'ai décidé de relancer d'une part parce que je pense qu'il n'est pas exclu que j'ai la meilleure main. J'ai par ailleurs un tirage quinte bilatéral et un tirage couleur backdoor. Et je pense par ailleurs que c'est un tableau sur lequel il aura du mal à avoir touché. Voilà, pour le call préflop, faut dire qu'il y a cette main a deux avantages. Elle a d'une part l'avantage de la set value et d'autre part l'avantage de la connectivité. Et ce qui se passe, c'est que certes, il y a des gaps, le 10 et la dame, mais la composition de ces gaps font que si tu touches une quinte, mettons sur le flop, tu auras généralement l'avantage d'avoir un retirage vers une meilleure quinte encore. Ce qui fait que si là tu te retrouves en situation de split pot face à un valet 9, tu vas être en situation de free roll parce que tu as la possibilité de toucher une meilleure quinte avec un as. Donc voilà, ça c'est un petit avantage non négligeable. Et pour le reste, je pense que tu as assez bien expliqué la démarche. Avec 8, il va avoir pas mal de cartes élevées, ce qui fait que sur un tableau, sur un flop comme celui-ci, il va avoir du mal à toucher quoi que ce soit. Ce qui fait qu'il va souvent se contenter d'un pile avec des overpairs. Et les dames font partie de ces overpairs, auquel cas il aurait maintenant un 7, même si le fait qu'une dame tombe rend les pockets de dames moins probables dans son éventail. Que penses-tu en règle générale de son éventail dans ce spot? Tu lui donneras régulièrement des mains de type pocket de d'as et de roi? J'imagine que oui. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, ça va être principalement du As-As, Roi-Roi. Sachant qu'on bloque un roi. Ouais. Et puis Valet-Valet, c'est peu probable. Ouais, Dame-Dame est envisageable, évidemment, principalement donc As-As, Roi-Roi, comme on l'a dit. Et sinon, il pourrait avoir de temps en temps un petit rundown, 5, 6, 7. Ouais, enfin, avec 8 de PFR, je pense qu'il va jamais faire un open raise avec un petit rundown. Non, t'as raison, ce sera sans doute assez rare. En tout cas, le tableau est intéressant. J'imagine qu'il a checké et que tu as misé, mais on va regarder ça. Il y a plusieurs possibilités. Je vais sans doute te demander dans un instant de remettre en pause pour qu'on puisse explorer un peu nos possibilités en haut et en bas. En haut à gauche, tu mises, très bien. Et bon, après son check, on va parler de la taille de mise en bas à gauche, si tu veux bien. Vas-y, mets sur pause. Donc tout d'abord, ta taille de mise en haut à gauche, je la trouve parfaite. En bas, est-ce que tu penses qu'il va suivre une telle taille de mise avec une pocket de roi? J'entends par là s'il a seulement les as ou bien les rois. Eh bien, pour être tout à fait honnête, je pourrais tout à fait me l'imaginer. Ouais, donc j'imagine que tu te bases là sur son When to Showdown de 33 qui est relativement élevé. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop, on va revenir vite fait là-dessus. On estime qu'une valeur de When to Showdown standard en PLO va se situer quelque part entre 25 et 30. Quand on commence à arriver à 30, c'est une valeur conséquente et le One Hat Showdown va généralement s'en retrouver un peu affaibli. Et ouais, tout ce qui est au-dessus de 30, a priori, on va pouvoir partir du principe qu'il s'agit d'un adversaire assez porté sur le call et qui va volontiers
amener bon nombre de ses mains jusqu'à la river. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est de jeter un petit coup d'œil à la situation à l'aide de l'Equilab Poker Strategy afin d'évaluer un peu la force de l'éventail adverse en cas de relance. Donc si tu pouvais mettre vite fait la vidéo en pause pour qu'on reprenne avec l'Equilab. Bon, on va analyser donc la situation à l'aide de l'Equilab Omaha Poker Strategy. C'est un outil vraiment très bon que je vous recommande d'utiliser. Et là, on va donner à l'adversaire une main qui représente le scénario catastrophe, on va dire pour nous. Enfin bon, scénario catastrophe, tout est relatif. Mais disons que s'il opte pour un chip avec cette main qui est une des mains qu'il pourrait avoir, et contre laquelle certes on s'en sort encore et toujours pas trop mal, mais on ne serait pas super à l'aise non plus, même si ça resterait quand même un déstack facile. Mais bon, toujours est-il que si on lui donne cette main-là, ce qui est tout à fait envisageable étant donné son éventail d'open race préflop, alors il aurait le tirage quinte wrap, et on lui donne en plus le tirage couleur, et on va voir comment on s'en sort face à cette main. Et ouais, là on peut voir que même en lui donnant une des mains les plus fortes qu'il pourrait avoir, on s'en sort encore très très bien. Et bon là l'equity pour savoir si on suivrait une relance est presque anecdotique. Parce que même avec le cas inverse, c'est-à-dire si on avait nous-mêmes les 32%, on ne pourrait pas trouver de fold. Ce qui fait que ouais, ce serait vraiment une décision un peu plus facile. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est lui donner juste les rois ou les as pour voir un peu comment on s'en sort face à un tel éventail. C'est vraiment une bonne chose de s'amuser un peu et d'explorer les différentes possibilités avec un tel programme. Voilà, les deux étoiles indiquent des cartes random. Et là, il passe en dessous de 10%, ce qui va principalement être dû soit à des tirages couleurs ou bien à des doubles paires qui accompagnent ces rois et qui pourraient former un full. Et notre equity est vraiment excellente. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre la catastrophe absolue, à savoir Dame, Dame, Valet 9. Valet 9, pas Valet 10. Voilà, et tu peux directement lui donner un tirage couleur en plus. Donc, ça, ce serait vraiment la main horrible parce qu'il aurait un double free roll et d'ores et déjà la note. Et ouais, là on peut voir que même isolément face à précisément cette main, on a quand même un call vu la taille de son tapis restant. Et bon là, c'est pas extrêmement nécessaire ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas vraiment besoin de l'équilator pour voir que ça vaut le coup de se mettre all-in avec la note. Mais je pense que c'est toujours intéressant de faire un petit tour d'horizon, de se demander combien des combinaisons de chaque main sont disponibles. Parce que ouais, c'est bien, vraiment bien foutu, on voit les combinaisons, l'equity. C'est vraiment un programme très sympa. Et ouais, je pense que tous les joueurs qui jouent en Omaha un tant soit peu sérieusement se doivent de posséder un tel programme. Ça va pas forcément changer votre vie ou votre jeu, mais ça va faciliter énormément de décisions. Et il me semble que qu'on ne peut pas trouver d'autres logiciels de ce type dédiés au Omaha gratuitement sur le net. Bref, continuons. Tu mises, comme tu l'as dit, tu penses qu'il va être en mesure de suivre avec énormément de mains, y compris une pocket de roi isolée. Et bon, il se trouve qu'il se couche, c'est pas bien grave. Et en haut à gauche, on provoque également un fold, ce qui cette fois-ci en revanche est vraiment une très bonne chose, parce que ça permet de faire générer un profit instantané à notre miss flop. Que feras-tu si jamais t'es first in en haut à gauche? Bon, c'est d'ailleurs le cas. Euh, ouais, c'est assez limite avec cette main. C'est un peu gênant que le gap soit en haut. Et bon, je pense qu'on peut quand même opter pour une relance, même si en l'occurrence j'ai décidé d'y renoncer parce que j'avais d'une part un joueur inconnu au blinds, et bon, l'autre joueur au blind était un fish qui avec 54 de VPIP m'aurait quand même relativement souvent suivi. Ouais, je suis assez d'accord avec l'analyse. Ouais, bref, c'est assez limite, et je pense que si le gap s'était trouvé en bas de ma main, j'aurais fait un open raise, mais là je me suis couché. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ton raisonnement. Tu l'as assez bien expliqué par ailleurs. En particulier concernant le fiche qui aurait souvent suivi, certes hors position, mais contre un tel joueur, on va préférer avoir un minimum de valeur de carte élevée ou alors un rundown mieux connecté. Et bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois que vous faites des folds un peu tight comme ça, c'est autant de décisions difficiles post-flop que vous évitez. C'est pourquoi on peut le faire. À ses limites, on peut vraiment se contenter d'un jeu solide, comme tu vas continuer à le faire d'ailleurs, j'espère. Mais bien entendu. Ah, je n'oserais pas prétendre quoi que ce soit d'autre.
Et là, on peut voir que les deux joueurs deep ont fini all-in, donc ça va être assez intéressant. Je suis curieux de voir avec quoi ils font ça pour 200 BB de PLO 50. Ouais. Ouais, Pocket d'As contre Pocket de Roi, le grand classique. Ouais, enfin, le grand classique pour 200 BB chacun. Je crois que c'est un grand classique du PLO 50 et c'est tout. Bon, faut quand même reconnaître que c'était connecté et qu'un des rois était assorti, donc ça peut se faire quand même, hein. Non, non, je déconne. Évidemment, c'est un move complètement catastrophique et je pense que l'ami Morgan Stuchbelbum va pouvoir être considéré comme un camarade de jeu comme on les aime et contre lesquels on jouera volontiers à l'avenir. Ah tiens, tant qu'on est là, on va peut-être pouvoir justement faire une petite comparaison d'equity entre les mains des deux joueurs. Ouais, je pense que ce serait vraiment pas mal, en particulier lorsque c'est aussi deep que ça. C'est bon de se faire une petite idée. Donc si tu peux nous rouvrir l'Equilab et mettre la vidéo en pause vite fait. Bon là on a entré les données vite fait pour que ça aille assez vite. On lui a donné sa main, on a donné à l'adversaire les pires as possibles. Donc as, as, 2, 4 non assorti. Et ouais on peut voir 37% d'equity pour 200 BB. En prenant en compte le fait qu'on lui a donné des mauvaises as, mais qu'il suffit que le suit soit dominé ou bien qu'un des as soit bloqué pour que les perspectives de gain s'en trouvent encore assombries. Et ouais, c'est vraiment une des pires choses qu'on puisse faire en Omaha, de se mettre all-in avec les rois contre les as, quelle que soit la force de ces as. Et donc dans l'ensemble, éviter soigneusement ce genre de situation. Bref, on va pas trop s'éterniser là-dessus, passons à la suite. Mais bon, c'est toujours amusant de voir ce genre de choses. Quand j'ai un joueur comme ça à ma table, je me dis ah ok bon. Ouais, c'est clair que ça va être le genre de table qu'on va plus vouloir quitter. Ouais enfin en l'occurrence on voudrait bien la quitter pour s'asseoir à sa gauche. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais bon tout ça ça va se rapporter plutôt à la sélection de table. Retournons un peu au jeu à proprement parler. Là en bas à droite il doit s'agir sans doute de la pire paire de rois que tu puisses ouvrir depuis cette position. Si c'était complètement rainbow, je serais absolument opposé à ton open race. Et là, je trouve ça déjà bien limite. Ouais, je pense que ce sera un muck la plupart du temps pour moi, à des tables un peu plus coriaces. Ouais, bon, je dois avouer qu'en l'occurrence, pour moi aussi, c'est en principe un muck assez standard. Mais il se trouve que là, j'ai juste pas dû faire attention et dû jouer un peu trop rapidement. Ce qui m'arrive encore de temps en temps. J'ai vu deux rois, j'ai appuyé sur le bouton raise. Mais ouais, normalement, pour que je fasse un open raise avec les rois under the gun, il me faudrait qu'au moins un des rois soit assorti. Ok, me voilà rassuré. En haut à droite, bon en haut à droite, bête avec la seconde couleur et même un tirage quinte flush gutshot. Ça me semble absolument standard. Et là, avec les rois, je pense que c'est un bet pour l'abattage gratuit, à moins qu'une très bonne carte ne tombe sur la river. Bon, personnellement, je miserais pas aussi haut. Ah, tu miseras à combien? Bon, là, faut avouer qu'avec quasiment toutes les tailles de bêtes, tu seras plus ou moins commit. Mais je miserais quand même quelque chose, tournant plutôt aux alentours de 7,25, 7,50. Tout simplement une mise un peu moins élevée. Là, lorsque tu mises autant, tu fais une espèce de protection contre les bluffs. Mais bon, personnellement, je serais pas plus gêné que ça de le pousser à opter pour un chip avec sa paire plus tirage couleur. Mais bon, comme tu l'as joué, c'est correct quand même, hein. Et bon, c'est pas une situation dans laquelle ça vaut vraiment la peine de commencer à chipoter sur les tailles de mise. Bon, à droite, c'est intéressant face à un limper, et en haut à gauche également. Et ouais, j'imagine qu'à gauche, tu vas t'être couché under the gun et que tu as isolé le limper à droite. Voilà. Parfait. Waouh, comment t'arrives à toujours tout deviner? C'est assez incroyable, un respect. Non, mais je veux dire, je pense que c'était bien joué dans les deux cas. Si là, ça avait été assorti, je pense que tu aurais sans aucun doute opté pour un. Attends, tu lui as attribué la couleur bon lag. Ah non, ok, j'ai eu peur. Ah, en bas à droite, une main intéressante. Ça va évidemment être un cold call. On pourrait également de temps en temps envisager un espèce de squeeze s'il y avait eu call call et qu'on avait été au button. Waouh, et là un flop très intéressant. Malheureusement, nous nous bloquons nous-mêmes le tirage quinte flush, enfin du moins d'un côté, mais on est quasiment assuré d'avoir au moins un out complètement clean, au moins qu'un des joueurs ait le 6 de trèfle. Et comment comptais-tu jouer cette main?
Eh bien là mon plan est de miser moi-même parce que je pense qu'il existe clairement un danger de check behind de la part des deux joueurs sur le flop. Or il est envisageable que j'ai la meilleure main et j'ai par ailleurs énormément d'equity. C'est pourquoi ouais, je pense qu'un bet est justifié. Ok, bon, pour ce qui est de l'equity, une fois que la main sera terminée, on va se servir de l'Equilab pour analyser un peu ton equity sur le flop. Mais pour le moment, on va se contenter de considérer la question suivante. Avec quelle main est-ce que tu n'hésiterais pas à faire un donk bet sur un tel flop en termes de théorie de jeu? Eh bien je pense tout d'abord avec mes brelans pour ne surtout pas donner à mes adversaires l'occasion de prendre le check behind. Avec les brelans, ouais, ça va sans doute dépendre des limites quand même parce que là, face à un joueur qui a 33 de when to showdown et 5,5 d'agressivité, c'est pas forcément un joueur dont je partirais du principe qu'il prendra systématiquement le check behind en ayant l'initiative et la position. Ouais c'est pas faux. Là où je voulais en venir, c'est que les mains avec lesquelles moi personnellement je ferai un lead, c'est clairement les tirages couleur nut afin d'être suivi par de moins bons tirages couleur. Bon, de préférence avec quelque chose comme As-Dame de trèfle. Enfin, quoique, le scénario idéal, c'est lorsque j'ai As-Dame et que c'est pas la dame qui a trèfle. Ou sinon, l'idéal, ce serait d'avoir une pocket d'As, par exemple, avec l'As assorti à trèfle et peut-être quelque chose comme 9-10 pour l'accompagner. Bon, ça, ce serait vraiment le scénario idéal. Et ouais, là, c'est pareil, si jamais à la place du 10 de trèfle, j'avais l'As de trèfle, bah, ce serait pareil, ce serait vraiment excellent. Et à chaque fois, toutes ces mains que je viens d'évoquer seraient des leads. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura un grand nombre de moins bons tirages à même de me suivre. Mais si tu optes pour un lead avec cette main-là, que risque-t-il de se passer? Ouais on risque exactement la situation inverse, à savoir qu'un meilleur tirage couleur que le mien me suive. Voilà, tout à fait. Et par ailleurs, tu ne génères aucune full equity avec ta main. Alors que, en temps normal, si tu check raise, tu peux réussir à pousser une dame à se coucher. Et par ailleurs, offrir une carte gratuite n'est pas particulièrement douloureux. C'est pourquoi je ne trouve pas qu'il s'agisse d'un spot de lead, et je vais plutôt considérer que c'est un spot de check raise. Et soit dit en passant avec un set, j'opterai également plus souvent pour un check raise, pas systématiquement, de temps en temps je ferai un petit lead, Ouais je vois bien, t'as raison. parce qu'ici je vais essayer de faire rentrer l'argent dès le flop via un check raise, parce que si j'opte pour un lead, il y a peu de turns sur lesquels je pourrais continuer. Disons qu'il y a autant de cartes du turn qui nous améliorent que de cartes de turn qui réduisent notre brelan à néant. C'est pourquoi je serais pas trop fan d'un lead bet avec un brelan dans ce spot. À moins bien sûr que tu aies un brelan assorti d'un tirage couleur, auquel cas ce serait assez énorme. Même si la question reste avec quoi est-ce que les adversaires vont bien pouvoir suivre, mais bon, à cette limite, on va quand même encore trouver pas mal de mains à même de suivre sur un tel tableau, des mains du type 6-5, 6-9 ou autre. Enfin bref, dans l'ensemble, le lead ne me semble pas catastrophique, mais je vais préférer un check raise avec ta main. Ok. Bon on jette un œil maintenant à l'Equilab. Ouais, vas-y, ouvre-le. On va pouvoir considérer différents éventails. Tu peux peut-être commencer par rentrer ta main. Et le flop également, tant qu'on y est. Comme ça permet en plus aux utilisateurs de voir comment le logiciel fonctionne. Bon, c'est quand même très simple d'utilisation lorsqu'on a déjà une certaine familiarité avec les autres logiciels de ce type-là qui ne se rapportent pas forcément au Omaha. Bon, et on va commencer par dire qu'on est confronté à un brelan. Donc mettons par exemple un brelan de 8. Et c'est... Oh. Bon, le résultat est pas plus surprenant que ça. En fait, ce qui m'a un peu surpris là, c'est de voir le nombre de combinaisons comprenant 8-8. Ça, c'est c'est assez incroyable quand même sur un tableau qui a déjà un 8. Ouais, mais attends, je suis pas certain en fait que le tableau soit pris en compte là. C'est pas plutôt le nombre de combinaisons au total qu'il pourrait avoir. Oh non! Ah, ouais, mais je suis pas sûr à 100% non plus. Je sais pas si le flop est pris en compte ou pas là. Bon, on peut peut-être jeter un œil maintenant aux combinaisons qui nous sont particulièrement défavorables, du type, ouais, par exemple les As-Dame avec le tirage couleur à trèfle, ce qui va nous donner. Je sais pas, on peut jouer peut-être un peu au pronostic, ton pronostic pour notre equity face à cette main. Ah, s'il a As-Dame de trèfle, je dirais qu'il va avoir aux alentours de 70 et nous 30. Non, je pense que c'est pas exactement ce que j'aurais donné. Bon, t'es sans doute pas trop loin de la réalité dans les rapports de force, mais donc vas-y, appuie sur le bouton et à 60-40, ouais, ça me surprend un peu. Je pensais qu'on aurait un peu moins quand même.
J'aurais plutôt mis ma piécette sur quelque chose de l'ordre de 35-65 et je me serais également assez bien planté. Donc bon, on a un out vers une quinte flush, mais Bon, on bloque quand même pas mal de cartes. ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un aspect card removal qui est pas négligeable. On retire 3 trèfles et par ailleurs on en bloque un quatrième puisque le 6 de trèfle n'est pas un out pour lui. C'est pourquoi ouais, même face à cette main, on s'en sort vraiment pas trop mal et on serait jamais trop déprimé de finir all-in dans ce spot. Parce que bon, si le pire scénario possible, plus ou moins, nous donne 40% d'equity, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Bon, on pourrait confectionner des scénarios encore plus catastrophes en lui permettant de bloquer tous nos outs de quinte. Mais bon, je pense que là on se situe dans une fourchette d'éventail raisonnable. Et ouais, je pense que même si on lui donne quelque chose comme Dame-Dame, donc un brelan de Dame avec un retirage faire un full, notre equity va s'en trouver affaibli forcément, mais je pense que ça va rester raisonnable. Voilà, 34%, ça va rester acceptable. Voilà, voilà. Bon, c'est assez intéressant. Je pense que même des tirages couleurs max, s'ils sont isolés, on pourra réussir à les pousser à se coucher. Enfin, en partant du principe qu'on aurait fait un check raise, parce qu'il me semble que tu as opté pour un donk. Ouais, j'ai effectivement opté pour un lead. Et bon, on verra bien, mais il me semble qu'il ne s'est tout simplement pas passé grand-chose. Ah si. Ok, ce qu'on peut voir ici, c'est que puisque la dame est à pique, tu n'as pas la deuxième couleur à trèfle, tu as la troisième. Le roi est la première, la dame est la deuxième et ton valet c'est donc la troisième. Par ailleurs, tu bloques les deux couleurs directement inférieures avec le 9 et le 10 de trèfle. Mais bon, on peut voir que tu as quand même l'intention de miser. Et bon, ici, vu sa taille de tapis restant, ça revient au même que tu mises une somme quelconque ou que tu le mettes directement en ligne. Ouais. Eh bien, pour être tout à fait honnête, si j'étais confronté à un adversaire avec 100 bébés de tapis, je suis pas certain de l'approche pour laquelle j'opterais. Par exemple, si on partait du principe que I we need you ou I need ou Je crois qu'il s'appelle I Pwned You. Ce qui veut dire qu'il t'a éclaté ou il t'a owned. ouais, enfin bref, un nom illisible. De quoi tu parles là? Évidemment qu'on peut le lire, c'est I Pwned You. En bon français, ça voudrait dire je t'ai own. Bon, own, c'est pas français non plus. Ouais, bref, peu importe. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est imaginons qu'on ait la même situation face à ce joueur, donc le même pot de 17,40 $. Ok, comment est-ce que tu jouerais dans ce cas-là? Ouais, je pense que j'opterais pour un bet fold. Ouais, je pense que c'est la meilleure approche. Je ferais même pas un bet fold trop élevé, quelque chose de l'ordre de 7,50, 8,50. Voilà, quelque chose tournant aux alentours de la moitié du pot. Bon, peut-être un petit peu plus. Après quoi, ouais, je me coucherai face à une relance. Mais bon, là contre ce joueur particulier, tu peux le mettre directement all-in et t'attendre à éventuellement voir un call à part d'As-8 ou d'une main du genre, ou bien évidemment d'une meilleure couleur. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que tu vas plus pouvoir abandonner ta main. Bon là, il trouve un fold quand même, ce qui est pas mal. Je sais pas ce qu'il pouvait avoir. Peut-être quelque chose de l'ordre de 7-8. Ouais, peut-être un tirage quinte bilatéral. Tu les bloquais bien quand même avec ton 9-10-10. Ouais, certes, mais disons que c'est une des seules mains qui, en théorie, me semblerait justifiée. Ouais, ouais, je vois, parce que du coup, il n'aurait plus vraiment d'equity. Mais je pense qu'il pourrait quand même trouver un fold avec une main comme 7-8. Mais bon, on n'est pas dans la peau de ces petits tapis, par bonheur. Ouais. Bon, en bas à gauche, tu vas faire n'importe quoi? Ah non, je te voyais aller vers le bouton call. Ouais, là en bas à droite, on a encore une fois un limper. Et dans l'ensemble, les limpers, on peut les isoler de manière bien light. Et ouais, ta main, depuis le cutoff, bon, ce serait sans doute un open raise relativement standard depuis le cutoff face à un button normal. Mais ce button en particulier n'est pas non plus notre adversaire de prédilection pour cela. Il est quand même bien actif. En haut à droite, on a une main bien intéressante. J'imagine que tu as misé sur le flop et que tu mises une nouvelle fois sur le turn. Ouais. Ok, pour quelle raison? Vas-y, me repose. Et explique-nous les raisons de tes bêtes. Sur le flop, je mise pour la value. Ça me semble assez clair. Ouais, value et protection.
Et bon, sur le turn, face à un joueur qui a 63-7 et 34 de when to showdown, je me vois pas forcément battu par une couleur là. Je peux m'imaginer qu'il ait encore une main du type As6 ou bien Dame 6, voire même quelque chose comme Roi Valet 10. Tout à fait. Et ouais, c'est la raison pour laquelle j'opte donc pour un bet fold sur le turn. Et sur la river, Pour l'abattage gratuit, on est d'accord, hein. j'opterai sans doute pour un check behind. Voilà. Donc ce qu'on peut voir ici, ce que tu as très bien évalué, c'est que sur le turn, tu as bien compris qu'il n'y avait aucun éventail de relance. En gros, il ne peut te relancer qu'avec une seule main et c'est la couleur max. Donc tu peux jouer en bet fold sans problème. Et il va en revanche jouer en check call avec pas mal de mains, y compris des mains qui te battent, contre lesquelles tu as l'occasion de t'améliorer. Et ainsi, si tu touches une dame ou un as, tu auras bien fait gonfler le pot. Et tu pourras donc sur la river, le cas échéant, miser encore une fois. Et grâce à tes deux mises précédentes, remporter un plus gros pot. Et en même temps, donc, comme tu l'as dit, tu protèges ta main contre des bluffs. Parce que si tu prends le check behind sur ce turn, tu vas clairement être confronté à un bet de bluff de la part de Roi Valet 10, voire même As-Roi qui le transformerait en bluff. Et ouais, face à cette mise, tu vas toujours te coucher. Tandis que là, en misant sur le turn, tu auras toujours l'occasion de voir l'abattage gratuit sur la river. À moins évidemment que ce soit un advance fish qui nous fasse un donk bet sur la river, mais dans ce cas-là, ce sera quasiment toujours avec la note, ce qui fait que tu pourras te coucher sans trop de problèmes, avec la satisfaction d'avoir vu la river à moindre coût et d'avoir eu l'occasion de toucher un as ou une dame. Et en bas à droite, tu es confronté à une relance all-in et tu as vraiment une très bonne cote. Avec quoi penses-tu qu'il se met all-in dans ce spot? Ouais, tout est n'importe quoi. Ça peut être 7-6, ça peut être une paire de 10. Bref, je pense qu'un fold dans ce spot est clairement une erreur. Ah, j'allais justement te demander si ça signifie que c'est jamais un fold pour toi. On voit souvent des joueurs qui disent bon, c'est un petit tapis, il aura toujours le 4 dans ce spot. Et ouais, s'il a le 4, tant pis, c'est pas vraiment important. Mathématiquement parlant, on a un call assez easy pour lequel on va clairement opter. Ouais, ouais, voilà, il avait une paire de 9. Ouais, ça nous ne surprend pas plus que ça. Et en haut à droite, on peut voir qu'il avait la même main que nous. Et bon, face à des regulars, dont on sait qu'ils seront éventuellement capables de coucher une petite couleur ou autre, on pourrait envisager de barrel les 3 streets. Mais bon, face à un joueur comme celui-ci, c'est pas la peine, on n'aurait même pas réussi à lui faire abandonner le split pot. Donc ce serait assez suicidaire. Ouais, mais bon, je dirais que à cette limite, même face aux regs, je pense qu'on peut conseiller à tout le monde de d'éviter soigneusement ce genre de choses. Ouais, c'est vrai qu'à ses limites, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, ça me rappelle une des premières vidéos que j'ai fait. Une de mes premières vidéos PLO, j'étais redescendu en limite pour les biens de la vidéo et j'ai fait un bluff au bloqueur. Donc j'avais l'as de la couleur et fait le bluff. Et le joueur me snap call avec double paire pour 130 dB ou un truc dans le genre. Après quoi, dans le chat, il a écrit Eh fiche, tu croyais que t'avais une couleur? Parce qu'il y avait 4 cartes de la couleur sur le tableau. Ah, c'était assez amusant. Pas mal. Ouais, bon, quand on voit ça, on se dit Ok, bon, peut-être que le move était un peu stupide de ma part. Ouais, non, c'est clair que c'est pas toujours une bonne idée, mais bon, je me suis ramassé un certain nombre de fois aussi avec ce genre de move. Ouais, tiens d'ailleurs, ton évaluation reste la même sur cette limite. Ça reste bien fishy et facile à battre. Ouais. Ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a une espèce de force absolue des mains à partir de laquelle les joueurs ne lâchent plus leurs mains, que ce soit ouais, sitôt qu'ils ont une couleur ou bien un petit full, généralement ils ne lâchent plus l'affaire. Et là, en haut à droite, tu nous fais un overlimp assez intéressant. C'est le genre de main avec laquelle, si je la joue, je vais préférer faire une relance d'isolation. Ouais, je me souviens qu'au moment de jouer cette main, j'ai réfléchi un peu à ce qui était préférable entre un overlimp ou une relance d'isolation et bah, apparemment j'ai opté pour l'overlimp. Ouais, bon, personnellement, avec des mains pas terribles, des valets, des dames, j'aurais sans doute opté pour un overlimp, mais là, il s'agit quand même d'une main qui me semble suffisante pour une relance d'isolation. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça m'aurait semblé préférable, d'autant que là, les blinds vont se joindre à la fête, alors qu'ils sont relativement tight et qu'on aurait sans doute réussi à les pousser à se coucher via une relance. Et voilà, si on avait été heads up, il se serait agi d'un super tableau pour nous, avec top pair, plus 3 overcards à la deuxième carte du tableau,
Et bon là tu vas sans doute pouvoir quand même miser et remporter le pot, mais j'aurais préféré réduire l'adversité pré-flop tout en empochant un pot plus conséquent. Bref, pour moi, c'est clairement une isolation avec une main de cette force-là, en particulier avec deux cartes élevées. Ta main est en plus un peu connectée avec le 7-8. Dans l'ensemble, ça va être une main qui va bien se jouer, en particulier en ayant la position, et ça vaut clairement le coup de relancer. Enfin bon, dans l'ensemble, c'est vraiment des petites critiques. On peut voir que tu fais beaucoup moins d'erreurs. Ouais, ouais, je le remarque aussi, en particulier lorsque je repense à mes débuts. Ouais, dans les premières vidéos, j'avais beaucoup plus de choses à redire. Et là, bon, il s'agit de situations genre, t'as opté pour un don, j'aurais préféré un check raise, mais t'as quand même opté pour la deuxième meilleure ligne, alors qu'à l'époque, t'aurais sans doute opté pour un check call et puis un check fold une fois que la couleur à l'as se serait réalisée. Ouais, quelque chose dans le genre. C'est clair que j'aurais opté pour une ligne, mettons, On va dire créative. ouais, créatif, ça me va bien, ouais. Bref, c'est clair qu'on voit une énorme progression. Également de vidéo à vidéo, je pense que c'est assez flagrant. Et bon, je pense que c'est vraiment une excellente motivation pour ceux qui nous regardent parce que ça prouve qu'en travaillant sérieusement sur son jeu, il y a vraiment des résultats. Et ouais, il est vraiment possible de travailler sur soi et de voir un impact sur la courbe de gain parce que bon, il faut déjà réussir à battre la rake dans ce jeu. Et bon, c'est une performance dont on peut déjà être fier lorsqu'on sait qu'on arrive à battre déjà 14 bébés. Et ouais, une courbe de gain de 14 bébés, c'est quelque chose dont tout le monde rêve aux limites plus élevées. Alors certes, c'est sans doute beaucoup plus facile à cette limite, mais ça reste une excellente performance dont vous devriez être fier. Et je pense que ça vaut clairement le coup d'y travailler. Ouais, c'est sûr. Et ce qui me motive d'autant plus personnellement, c'est que je sais que ce n'est pas la fin, qu'on peut encore devenir nettement meilleur. Ouais, en particulier en Omaha, qui est une variante loin d'être aussi résolue que le No Limit par exemple. Ce qui veut dire que lorsqu'on décide de franchir le pas et de d'accepter la rake plus élevée que cela implique, et qu'on décide de s'efforcer de la battre, alors on va pouvoir en tirer profit pendant encore assez longtemps. Parce que bon, on peut pas prédire avec certitude que c'est le jeu de l'avenir, mais c'est clair que toujours plus de gens jouent en Omaha, et c'est une variante extrêmement plaisante à jouer et excitante. Et ouais, je ne peux que la recommander. Spätestens jetzt es. Comme le dirait un Bavarois. Ouais, c'est ce que dirait un Bavarois. Personnellement, je comprends pas. Ouais, jouez-y et vous verrez. Et que dit le Bavarois de la main en haut à gauche? Je sais ce que le français dirait. Tapis. Ok, tu te contentes d'un call, pas de squeeze. Ouais, je pense que c'est limite. Si j'avais eu un roi, j'aurais sans doute opté pour un squeeze. Bon, c'est pas vraiment un argument, mais. Et là, tu touches plus ou moins les notes. Enfin, dans le sens où tu peux être presque certain d'avoir la meilleure combinaison de kickers pour accompagner ta top pair. Et par ailleurs, si tu es rattrapé par un roi, et c'est clair que le roi de cœur sur le turn ne serait pas une carte catastrophique. Et là, quel est ton plan face à la mise à 5 dollars? Ça va être un check raise. Ok, avec l'intention de finir all-in sur le flop. Ouais. Dans l'ensemble, je pense que c'est une des rares situations au PLO où top pair vaut vraiment quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu te donnes comme equity là? Peut-être qu'on peut pour la dernière fois aujourd'hui faire appel à l'Equilab Poker Strategy et lui donner un certain nombre d'éventails avec lesquels il sera prêt à investir son tapis. Bon, tu peux peut-être lui donner quelque chose comme, je sais pas, Valet 2, Valet 3, ce genre de choses, afin de, ouais, de regarder comment ta main s'en sort face à un tel éventail, histoire que tout le monde puisse en profiter et découvrir les rapports de force. Et ouais, la raison pour laquelle on l'a tellement fait aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important que vous vous penchiez sur la question, que vous mettiez le plus possible les mains dans le cambouis, et plus vous le ferez, plus vous serez en confiance lorsque vous jouez, et vous pouvez voir que ce programme est vraiment extrêmement simple. Voilà, on inscrit la main, on inscrit le flop, on inscrit un éventail, et on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton, et le résultat est donné en quelques secondes. Enfin, si notre ami Tom veut bien cliquer sur le bouton, du moins. Ouais, je pensais qu'on devait jouer au pronostic. Ah bah vas-y, vas-y. Bon, je dirais, avec ma top paire contre une double paire, je dois tourner aux alentours de ouais, 45%. Ouais, tu mettras 2-3 dans un instant à la place de Valet 3 et on reviendra sur ton affirmation sur les doubles paires. Donc là, c'est quand même limite. Bon, certes, tu es battu, mais bon, encore faut-il qu'il ait cette main Another Gun.
ce qui est quand même relativement improbable. Il a beau être loose, avoir valet 3 dans ce spot, c'est quand même pas très commun. 2-3, ce sera sans doute encore plus rare, à moins évidemment qu'il ait un rundown. Ouais, et là on peut voir qu'avec le 2-3, on se rapproche des 45 dont tu as parlé. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est sans doute ça que tu évoquais tout à l'heure, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici, ta top pair est bloquée, ce qui fait qu'en cas de valet supplémentaire, tu ne vas pas forcément l'emporter. Et ouais, je pense que tu as basé ta supposition là-dessus, mais bon, ça reste quand même un pronostic pas mal. Et ouais, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de savoir comment on s'en sort face à Assas, parce que je pense que c'est quand même une des mains les plus représentées dans son éventail de broke. Et bon, on peut voir qu'on est commit après notre check raise, mais on n'est pas non plus ravi de se mettre all-in. Et bon, faut bien dire que sur un tableau aussi sec, il peut se mettre all-in avec Assas sans trop de difficultés, et je pense qu'il va le faire d'ailleurs. Faut pas se faire d'illusions sur sa propension à coucher Assas. Et vas-y, donne-lui les rois maintenant, on va un peu mieux s'en sortir face aux rois. Et bon, ce qu'on peut voir, c'est que même contre les As, tous nos outs de double paire, sauf l'As, c'est pour ça que la différence n'est pas énorme, même si 10% c'est quand même convenable. Ce qui fait que dans ce spot, les rois restent un stack-off, mais pas avec autant de facilité qu'avec les As, avec lesquels on va volontiers se mettre all-in, en particulier parce qu'avec des As random, on va souvent avoir un gutshot en plus avec As4 ou As5, ce qui nous donne un retirage supplémentaire. Bon, je pense que maintenant tout le monde a compris que l'Equilab c'est pas mal. Bon, peut-être qu'il va falloir qu'on continue à insister un peu pour que tout le monde pense bien à se ruer dessus le jour de sa sortie. Je suis assez curieux de savoir quand il sort d'ailleurs. Ça devrait plus trop tarder. Je pense que quand la vidéo sortira, l'Equilab sera déjà disponible. Ah ouais, ce serait pas mal, ouais. Bon, revenons au jeu. En bas à droite, une pocket de dame assortie une fois. Tu l'as couché depuis cette position. C'est un full tight, mais très bon. Je trouve que ces derniers temps, on voit régulièrement ce genre de main un peu surjouée. Et je pense que c'est bien d'être solide et de les coucher, en particulier, comme on l'a vu, à ces limites où notre edge provient en grande partie de notre sélection de mains. Et bon, on peut voir là, en haut à gauche et en haut à droite, on a des mains correctes. On a eu des vidéos un peu plus tristounettes en termes de mains touchées, mais là, notre ami Tom relance dans tous les sens. Ouais, je fais de mon mieux. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour distraire le public? Bon, en haut à droite, un cas classique de stack off très facile. Non, qu'en penses-tu? Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, plutôt pas. En vérité, on a évidemment en haut à droite le tableau de check behind par excellence. Et là, je vois, il y a vraiment une évolution positive chez toi, si tu peux mettre en pause. Ah! En fait, je viens juste de voir le turn, ça a un peu lagué, mais ah, quel turn. La quinte nut avec un retirage vers une quinte encore plus nut et le tirage couleur max. Et bon, là, si je peux donner un petit conseil à tout le monde, c'est si jamais vous montez dans les limites, alors vous devriez à tout prix apprendre à toucher ce genre de carte sur le turn. Pas seulement un 10, mais le 10 qui va vous permettre de toucher deux retirages de fou. Là, je dois avouer que pure skills de la part de Tom. Bref, à la base, je voulais pas parler de la main droite, mais de la main gauche. Et je voulais dire que au début, sur ce genre de tableau où il est très difficile que l'adversaire ait pu toucher quelque chose, tu avais tendance à toujours jouer ce genre de main en check. Et tu as maintenant un peu renoncé à chercher à faire le malin. Les joueurs sont assez stupides pour suivre tout et n'importe quoi. En revanche, je serais pas fan de cette taille de mise si c'est vraiment celle que tu fais. À quoi devrais-tu être attentif ici, en haut à gauche? Ouais, faut que je fasse gaffe à pas le pousser à se coucher. Certes, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Quelle est la première réflexion qu'on se pose lorsqu'on touche une telle note sur le flop? Comment vais-je réussir à empocher l'intégralité du tapis adverse? Et là, en l'occurrence, si on regarde son tapis, on s'aperçoit qu'il n'a pas tant d'argent que ça. Il ne lui reste que 21,75, tandis que le pot s'élève déjà à 13,35. Ce qui fait qu'on arrivera à se mettre all-in sur la river, quel que soit le montant que l'on mise sur le turn. En revanche, si on mise 9,50, ça risque de l'effrayer, parce que c'est beaucoup trop gros. Tandis que si on avait misé plutôt quelque chose comme 6,50, on aurait largement assez pour le mettre au lead sur la river, mais on risque moins de le perdre sur le turn parce que après tout on mise à mi-hauteur du pot et il n'a sans doute pas envie de se coucher.
Bref, les 9,50 me semblent vraiment être beaucoup trop en l'occurrence et j'imagine que tu n'as tout simplement pas fait attention aux tailles des tapis lorsque tu as joué cette main. Et ouais, ça fait partie encore des faiblesses que je vois chez toi. Si effectivement tu as bien visé tes 9,50. Ouais, enfin, en l'occurrence, je me suis dit que sur ce tableau, il devait avoir quelque chose. Et chez moi, la couleur violette indique un énorme fiche qui paye vraiment tout et n'importe quoi. C'est pourquoi j'avais le sentiment que le montant de ma mise importerait peu, qu'il suivrait vraiment quel qu'il soit. Mais bon, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi que qu'il est important de s'adapter aux tailles de tapis. Ouais, parce que s'il avait pas cette taille de tapis, j'aimerais vraiment bien ta taille de mise. 9,50 c'est assez parfait. C'est juste en dessous de 10 qui fait que souvent ce genre de joueur va se dire ah, c'est en dessous de 10 donc je vais quand même suivre avec madame, je peux pas me coucher. Donc ouais, ça me semble assez optimal, mais pas face à ce tapis. Et à droite, la situation est relativement différente. Il y a beaucoup de tirages possibles, même s'il est vrai que tu en domines pas mal. Mais dans l'ensemble, pour quel type de taille de mise vas-tu opter? Bah là, il me semble que une grosse mise est une assez bonne idée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de tirages possibles. Et par ailleurs, en cas de main de quinte aussi forte que la nôtre, on a pas mal de retirages, même s'il est vrai qu'avec Roi Valet, ils auraient sans doute opté pour un lead. Oh, on a même deux retirages. Attends, on a quoi? Ah bah justement, on va en profiter pour revenir là-dessus pour ceux qui ne sont pas encore trop familiarisés avec le Omaha. Alors, un valet améliore notre main puisqu'il nous donne une meilleure quinte encore, ce qui fait qu'on a déjà là un retirage. Et par ailleurs, un roi nous donnerait également une meilleure quinte. Donc ouais, il y a deux cartes qui nous permettent de toucher une meilleure quinte si on est confronté à roi valet et on est donc en sécurité face à n'importe quelle carte Broadway sur la river qui ne soit pas hacker. Et par ailleurs, n'importe quel carreau nous donne également la couleur max, ce qui fait qu'on a vraiment du retirage dans tous les sens. Et bon allez, j'avais promis qu'on le ferait pas, mais on va ressortir l'Equilab une dernière fois. Ok, Ouais, désolé, mais bon, c'est vraiment un trop bon programme pour ne pas le sortir toutes les 5 minutes. C'est vraiment plaisant de ne plus devoir tout entrer à la main comme avant, et de ne plus devoir tout calculer. Et ouais, de pouvoir se contenter comme ça, de clicouiller à droite à gauche, et hop, tous les calculs sont faits. C'est vraiment cool. Ok, qu'est-ce qu'on va lui donner? Vas-y, juste pour qu'on voit notre equity, donne-lui simplement roi valet. Bon, on va encore avoir des milliers de combinaisons, j'imagine. Ouais, voilà. Vas-y, juste pour qu'on voit bien, donne-lui quelque chose qui n'a rien d'autre que roi valet, donc pas de double paire, pas de ce genre de choses, donc quelque chose comme, je sais pas, euh, roi valet 10, ouais, roi valet 18, sans tirage couleur. ça roule. Où est l'erreur? Bah, à mon avis, t'as une carte en double. Ouais, mais je la trouve pas. Si, c'est le roi de trèfle, King of Clubs. Ah, exact. Donc on va prendre bah, le roi de pique, hein. Voilà, j'allais le dire. Et vous pouvez voir que le programme vous crie dessus lorsque vous essayez de tricher, donc il n'y aura pas de situation à la UB là. Bon, je m'attendais à quelque chose de très légèrement différent et on peut voir que la plupart des résultats sont des split pots. Mais bon, quand on y regarde de plus près, on peut voir que notre part de free roll est quand même énorme. Parce que ouais, on a 25% de chance de remporter la main, comme nous le montre Tom. Et lui a 0% de chance de l'emporter. Ce qui fait que notre adversaire ne joue que pour le split. Et bon, nous pour notre part, on a 25% de free roll, ce qui est assez sexy. Sur une seule carte, soit dit en passant. Et ouais, le bond d'equity qu'on a fait sur le turn est assez énorme. Et je pense d'ailleurs que qu'il va s'agir là des deux dernières mains. On va voir comment tu les joues. On aura eu pas mal de situations intéressantes aujourd'hui et là on clôt bien comme ça. Tu mises presque à hauteur du pot en haut à droite, ce qui me semble vraiment pas mal. Et là, ouais, ça va, c'est pas mal là. Ça va être intéressant pour conclure. Donc bon, à gauche, on s'en fout un peu, hein, il va suivre de toute façon a priori. Mais à droite, en revanche, je suis assez curieux. T'as misé 9,75 en t'orientant à la logique des supermarchés, juste en dessous de 10. Et ouais, que penses-tu de son éventail sur la river? Il a 75 de when to showdown, il n'est absolument pas agressif. Bah là, je vais partir du principe qu'il aura soit un tirage manqué, soit une quinte secondaire comme valet 8, voire éventuellement un brelan. Ouais, on pourrait également envisager Dame 10. Ouais, ok, peut-être qu'il pourrait avoir top double paire.
Et ouais, ma proposition, c'est de miser relativement gros ici parce que les tirages vont de toute façon se coucher. Et, euh, Ah, et avec ses mains non nuts, il va sans doute suivre quelle que soit la taille de mise. ah, oh, merci. J'y peux rien, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de choses. C'est vraiment réjouissant parce que quand je repense à l'époque, quand on a commencé, les choses que tu disais dans ce genre de situation, c'est ouais, mais là, l'adversaire va souvent avoir un tirage manqué avec lequel il suivra pas cette mise. Et c'est vrai d'ailleurs hein, en soi. Mais ouais, donc tu aurais cherché à essayer de miser peu, soit pour le pousser à faire un hero call ou bien pour essayer de provoquer un bluff. Mais bon, avec un joueur qui a 34 de when to showdown, 0,9 d'agressivité, comment veux-tu provoquer un bluff? Et ouais, c'est pour ça que ta réflexion maintenant est parfaite parce que ces tirages couleurs, il va de toute façon les coucher. Mais en revanche, avec valet 8, il va pas se coucher, quelle que soit la taille de ta mise. Il a aucune élasticité à ce niveau-là. Et ouais, là, te voir miser et une grosse mise, quelque chose comme 27-50, ça me fait chaud au cœur. Et honnêtement, si jamais tu mises dans ces eaux-là maintenant, je pourrais dire que c'est sans doute la meilleure session de ta part qu'il m'ait été donné d'analyser. Et ouais, bon, à gauche, là, comme si il était possible de coucher Dame 2 dans cette situation. Là, on peut le comprendre quand même, le pauvre. Et ouais, à droite, 26. Taille de mise parfaite, j'aime beaucoup. Ouais, parfait. Bon, il se couche, mais c'est clair que qu'une grosse partie de son éventail va être composée de tirages manqués, mais c'est pas la peine de perdre son temps à songer à cette partie-là de son éventail. J'aime vraiment beaucoup la mise et je pense que c'est un excellent moment pour arrêter la vidéo. C'est beau de conclure la vidéo par un tel move, et je pense d'ailleurs que c'est une vidéo dont on a pu tirer un certain nombre d'apprentissages fort intéressants. Le principal, s'il fallait n'en retenir qu'un, c'est qu'il vous faut à tout prix télécharger l'Equilab. Bref, j'espère que ça vous a plu. C'était Guillaume pour pokerstrategy.com qui vous synchronisait une vidéo de Nazgul et Tom Grill. A très bientôt et bonne chance aux tables.